Soyez bienvenus, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International, l'émission réalisée avec RFI, les antennes de TV5 Monde et le quotidien Le Monde. Nous sommes aujourd'hui à Bamako, la capitale du Mali. Ce pays marqué, voici tout juste une semaine, par l'assassinat de nos deux confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'était donc il y a 7 jours. Bien sûr, un pays en émotion, un pays qui se pose beaucoup de questions, comme on s'en pose à travers le monde. Nous avons choisi de venir ici même, dans la capitale malienne, rencontrer le ministre en charge de la réconciliation nationale, Cheikh Oumar Diarra, qui va répondre à nos questions sur l'avenir de ce pays, sur sa réunification, sur les prochaines élections législatives et bien sûr sur l'enquête qui continue après le double assassinat qui s'est produit à quelques centaines de kilomètres d'ici. Tout de suite, c'est International. Rappel avec ce court reportage. Une route à la sortie de Kidal. À quelques kilomètres de là, un 4x4 abandonné et 2 corps criblés de balles. Ceux des reporters de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, abattus froidement par les islamistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un assassinat perpétré à 2 pas des soldats français, maliens et onusiens. Le terrible rappel que les problèmes sont bien loin d'être réglés dans le nord du Mali. Il y a 2 mois pourtant, l'atmosphère était à l'optimisme. Juillet 2013, les Maliens se rendent aux urnes. Un scrutin présidentiel organisé en à peine 40 jours dans un pays encore fragile. Le premier tour connaît bien quelques ratés, en particulier à Kidal, mais l'élection est globalement une réussite. Le plus fort taux de participation depuis 10 ans et un président, Ibrahim Boubacar Keïta, élu sans violence. Un retour à la légalité rendu possible par un accord quelques semaines avant entre les rebelles Touaregs du MNLA, maîtres de Kidal, et le gouvernement de Bamako. Un accord qui lui aussi avait longtemps semblé impossible. Mais une élection ne signifie pas réconciliation. Tout comme les scènes de liesse à la libération de Gao par les forces françaises et africaines en janvier ne signifiaient pas la fin de la guerre. Bien sûr, la période noire du pouvoir des islamistes est révolue. Les habitants de Tombouctou, Gao, Kidal ne subissent plus cette justice médiévale qui amputait les voleurs, cet obscurantisme qui détruisait les trésors du patrimoine malien, ce fanatisme qui oppressait les femmes. Mais les djihadistes d'Aqmi, d'Ansardine et du Moujao n'ont pas disparu. Les attaques n'ont jamais cessé. Fin septembre encore, un attentat suicide revendiqué par Aqmi tuait 2 civils à Tombouctou. Et que dire de Kidal, ce bastion touareg tenu par les rebelles du MNLA? Des rebelles qui seraient protégés par la France, estime une partie de l'opinion malienne. Kidal, une zone de non-droit où les militaires maliens ne peuvent même pas se déplacer sans la protection des casques bleus. Dans un tel contexte, que peut-on espérer des élections législatives qui se tiendront dans quelques jours? Seront-elles un pas vers la réconciliation ou une inconnue de plus dans la complexe équation malienne? Et quelle sera la stratégie de la France? Va-t-elle retirer le gros de ses troupes fin janvier, comme son ministre des Affaires étrangères l'a réaffirmé cette semaine? Autant de questions cruciales pour l'avenir des Maliens. Voilà, je vous accueille ici au siège du gouvernement, bien sûr toujours à Bamako, et je vous présente le ministre en charge de la réconciliation nationale et des régions du Nord, Cheikh Oumar Diarra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de questions à vous poser, questions qui vous seront également posées par mes consoeurs et confrères, Sophie Malibaud de Radio France Internationale, Christophe Chatelot, chef du service étranger du Monde. Peut-être cette première question, on vient de voir dans ce rappel de retrouver nos 2 confrères assassinés, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'était donc il y a tout juste une semaine. Le monde entier, peut-être votre pays, a le sentiment d'une très grave rechute du Mali, d'une ingouvernabilité de votre pays, d'une sorte peut-être de fatalité. On ne s'en sort pas, on est en danger au Mali. Non, il n'y a pas de fatalité. D'abord, je vous remercie d'être là parce que c'est important que vous soyez là, que les journalistes puissent venir et échanger avec nous. Ce qui est arrivé est inadmissible. Le président de la République, comme tous les membres du gouvernement, ont condamné cet acte ignoble. Rien ne justifie un tel déferlement de haine. C'est une atteinte aux valeurs fondamentales du Mali. Nous sommes un pays d'hospitalité
un pays d'accueil et d'échange. Votre pays est également visé par cet attentat. Tout à fait, tout à fait. Le pays est visé et toute la communauté internationale est visée puisque toute la communauté internationale est présente au Mali pour aider à la stabilisation du pays. Donc c'est un crime odieux qui a des conséquences multiples. Il faudra prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que cette situation d'insécurité qui règne dans la région de Kidal puisse cesser. Monsieur le ministre, effectivement, nous avons tenu avec Radio France Internationale et le journal Le Monde et TV5 Monde, bien évidemment, à venir, à être ici pour montrer que ce droit d'informer était au-dessus de tout, était inaliénable. Sophie Malibaud ? Oui, il y a eu une revendication ces derniers jours de la part de AQMI. Et j'aurais voulu avoir votre regard sur cette revendication. Est-ce que vous la prenez au sérieux ? Donc d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je pense qu'il y a Al-Qaïda sans doute est présent dans la zone et elle a revendiqué l'attentat. Je pense qu'il y a au-delà de cela une situation d'insécurité à laquelle participent les différents groupes armés qui sont présents dans la région de Kidal. Au-delà d'AQMI, il y a d'autres mouvements qui participent au processus de déstabilisation de la région. Vous les mettriez tous sur le même plan ? Oui, pour moi, il y a une osmose totale entre tous ces groupes armés, tous ces groupes terroristes, tous ces groupes qui sont engagés dans la criminalité transfrontalière. Ils déstabilisent le Mali, ils portent atteinte à la sécurité des pays de la sous-région, Algérie, Mauritanie, Niger, etc. Pour moi, il y a une osmose totale. Je ne fais pas de différence entre ces groupes armés qui sont illégaux au regard de la légalité internationale. Cher Oumar Diarra, vous êtes en train de nous dire que pour vous, aujourd'hui, dans le gouvernement malien, les Touaregs, les mouvements islamistes, etc., criminels, vous mettez l'ensemble de ces sigles que l'on connaît, de ces formations, à l'intérieur d'une même condamnation. C'est ce que vous nous dites. Je ne mets pas les Touaregs dans la condamnation parce que les Touaregs ne sont pas représentés par les mouvements dont je parle. Je parle de tous les porteurs d'armes, tous ceux qui sont engagés dans la criminalité transfrontalière et qui sont aujourd'hui en porte-à-faux avec la légalité internationale et avec la loi malienne. Il ne peut pas y avoir deux armées sur un même territoire. Mais excusez-moi, Monsieur le Ministre, il y a eu des discussions déjà et des préparatifs pour un commencement de négociation avec des groupes qui sont des groupes armés par définition. Est-ce qu'ils restent vos interlocuteurs ? Nous discutons avec les groupes auxquels vous faites référence parce qu'il y a un processus qui a été engagé à Ouagadougou. Mais je tiens à préciser que les groupes armés sont en porte-à-faux avec la loi malienne et la légalité internationale. La résolution 2100 du 25 avril 2013 du Conseil de sécurité est très claire. Tous les groupes armés doivent désarmer, être cantonnés et s'inscrire dans un processus politique. Il faut qu'on arrive à ce stade-là. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade, il y aura des problèmes de sécurité dans la région. Il y avait 60 jours de délai entre le moment où le président entrait en fonction et le moment où ces négociations devaient se tenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le commencement d'un début de date ou d'annonce de reprise du dialogue ? Le délai a expiré hier. Nous sommes prêts, le gouvernement est prêt. Il y a des discussions informelles depuis que nous sommes entrés en fonction. Ils continuent. Et hier, les groupes armés ont décidé d'évacuer les bâtiments publics, le palais du gouverneur, la télévision, l'ORTM, l'antenne nationale de la radio et de la télévision à Kidal, à partir du 14 novembre. Nous attendons de voir que cette décision sera exécutée. Entre-temps, nous continuons à discuter par les canaux informels qui existent entre eux et nous. Mais c'est un geste. Ça fait... L'insécurité, l'agitation dans le nord du Mali n'est pas un phénomène récent, ça ne date pas de 2011 ni 2012. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre gouvernement ou la communauté internationale dans son parviendrait à désarmer ces groupes et à restaurer la sécurité dans le nord du Mali? Pourquoi aujourd'hui et pourquoi on a raté hier? Qu'est-ce qui change? Hier, nous n'étions pas aux affaires. Il y a certains qui étaient aux affaires et qui portent la lourde responsabilité
de la déstabilisation durable du nord du Mali. La première livraison de rançon contre otages a eu lieu ici en 2003. Et durant toute cette période-là, les choses ont continué. AQMI s'est installé. AQMI avait un sanctuaire où il pouvait agir en toute impunité. Il pouvait prendre des otages au Niger et venir au Mali. Personne n'a agi contre AQMI. Donc c'est une déstabilisation durable dont nous sommes hérités aujourd'hui. Mais je pense que la situation actuelle est différente d'avant notre arrivée au pouvoir, dans la mesure où il y a un engagement très fort de la communauté internationale qui a pris conscience du fait que la déstabilisation du Mali peut avoir des conséquences incalculables et a décidé donc de s'engager aux côtés du Mali pour la stabilisation. Mais il y a le problème de Kidal qui est là, qui est posé, qu'il faut résoudre. Tant que l'insécurité régnera dans Kidal, le processus de paix sera fragilisé, les discussions ne pourront pas avancer et il y a des risques majeurs pour les pays de la sous-région. Donc Kidal est le nœud gordien qu'il faut trancher. Monsieur le ministre, est-ce que, peut-être pour le grand public, l'impression qu'il y a, c'est que tout est parti de ce qu'il a été convenu d'appeler le printemps arabe, c'est-à-dire notamment de la Libye, la chute de Kadhafi et ensuite une déstabilisation de ces mouvements islamistes. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées? Est-ce que ce qui s'est passé à Tripoli explique d'une certaine façon ce qui s'est passé ensuite chez vous ou au Niger? Non, Tripoli a été un accélérateur de la décomposition de l'État malien. La décomposition de l'État malien s'est effectuée dans la durée, sur pratiquement une décennie. L'État a été fragilisé, les forces armées de sécurité ont été clochardisées. Tout le pays s'est trouvé en porte-à-faux avec les valeurs fondamentales de la société malienne. Donc, quand il y a eu la chute de Kadhafi et le repli des groupes armés de la Libye, ça a accéléré le processus. Mais ce n'est pas la cause fondamentale. Dans ces conditions d'insécurité extrême, vous pensez que les gens vont pouvoir aller voter à Kidal? Oui, prochainement, il y a des élections législatives, rappelons-le. Nous pensons que les choses peuvent s'améliorer pour ce qui concerne l'élection législative d'ici le 24 novembre. Ouais. Nous avons bon espoir parce qu'il y a des discussions et des actions fortes qui sont menées pour amener ceux qui sont partie prenante au dialogue à Ouagadougou à s'inscrire dans une dynamique positive. Ces élections sont pour vous un risque supplémentaire ou l'opportunité d'une meilleure stabilisation? Non, c'est l'opportunité de parachever le cycle électoral et de mettre fin à la situation née du coup d'État de mars 2012. Mais si le dialogue n'est pas suffisamment avancé, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains groupes en fait, se retournent contre le scrutin et que du coup le résultat dans cette zone-là soit une non-élection? Le dialogue est en cours. Il n'a jamais cessé. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ceux qui ont fait en sorte que vos deux collègues soient assassinés à Kidal soient aujourd'hui en mesure de faire en sorte que l'élection ne puisse pas avoir lieu dans la région de Kidal. Ils n'ont aucun intérêt stratégique et ils se mettraient davantage en porte-à-faux avec la communauté internationale, la légalité internationale, en faisant en sorte que l'élection ne puisse pas se tenir dans la région de Kidal. Il y a un problème spécifique au nord du Mali, ou alors est-ce que c'est un problème comme on peut en rencontrer dans d'autres régions du pays? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier vis-à-vis du Nord? Et est-ce qu'il n'y a pas, par là, un risque de stigmatisation des populations du Nord par rapport au reste du pays? Non, je pense que la stigmatisation a pu avoir cours à un moment donné, lorsque la crise s'est exacerbée et que le lien entre les communautés a été, disons, rompu du fait de l'action des groupes terroristes, djihadistes, et des narcotrafiquants. L'occupation a entraîné une déchirure dans le tissu social malien. Mais en 2012, c'est un problème qui est une question, il est question d'indépendance du Nord, il est question de la communauté touareg. On ne parle pas à ce moment-là, au tout début en tout cas, de djihadisme et de terrorisme.
Oui, il faut faire attention. Ceux qui aujourd'hui sont les porteurs d'armes ne représentent pas la communauté touareg. Il y a eu ici, les premiers 2 et 3 novembre, les assises nationales sur le Nord, au cours desquelles l'ensemble des communautés de notre pays, Touareg, Songhai, Peul, toutes les communautés, toutes les composantes, chefs de tribus étaient présents à Bamako. Et le leitmotiv de toutes ces communautés, c'est la sécurité. Nous voulons la sécurité, nous voulons la paix, nous voulons le développement. Donc ceux qui portent aujourd'hui les armes sont contre la communauté touareg. Même s'ils sont touareg, ils sont contre la communauté touareg. Ce sont des fauteurs de troubles qui sont en porte-à-faux avec la légalité internationale. Donc il faut résoudre ce problème-là une fois pour toutes sur la base du principe de réalité. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a aujourd'hui des porteurs d'armes qui sont en osmose avec le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Y compris par la force? Les désarmer, y compris par la force? Notre option fondamentale, c'est le dialogue. Nous sommes engagés dans le dialogue. Nous voulons, par le dialogue, résoudre nos problèmes. Et si ce dialogue n'amène pas à cette stabilisation, il faudra militairement assurer l'unité du pays? Il faudra que tout le monde prenne ses responsabilités. Mais l'armée malienne n'a pas les moyens ni la force. L'armée malienne a des capacités qui ont été restaurées. Qui sont en cours de restauration. Il y a des capacités restaurées, il y a d'autres qui sont en cours de restauration. Mais surtout, il faudra que toute la communauté internationale prenne ses responsabilités. Nous avons la MINUSMA ici, nous avons la force Serval, bleus, oui. Nous avons les forces tchadiennes qui sont présentes. Je ne pense pas que l'ensemble de ces forces soient en mesure d'être mises en échec par les groupuscules qui sont aujourd'hui dans Kidal. Vous avez un calendrier pour ça, vous dites si les négociations n'ont pas marché à telle date, il faudrait que ce soit les militaires qui assurent l'unité du pays, l'unité du Mali? Notre option fondamentale, comme je vous ai dit, c'est le dialogue. Si le dialogue échoue, il faudra passer par d'autres moyens. Oui, mais vous avez bien une ligne rouge, vous avez bien un calendrier. Ce n'est pas pour l'éternité que le dialogue doit fonctionner. Vous dites quoi, décembre, l'année prochaine, dans 2 ans? Dans les meilleurs délais. Oui. Mais plus précisément, pardon d'insister. Non, je pense que dans les meilleurs délais, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, nous avons demandé à ce que ces groupes évacuent les bâtiments publics sans condition et sans délai. Ils ont obtempéré, c'est une bonne chose. Il y a d'autres actes qu'ils doivent accomplir pour qu'ils se crédibilisent par rapport à l'État, par rapport à la communauté internationale. Quel type d'actes vous attendez d'eux maintenant? Qu'ils sortent de Kidal, qu'ils acceptent d'être cantonnés et qu'on mette en place un processus de DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Mais ils vont demander d'autres choses en échange? Oui, moi je dis qu'il faut appliquer le principe de réalité. Si vous êtes en porte-à-faux avec la légalité internationale, ce qui est le cas aujourd'hui, il faut vous mettre en conformité avec cette légalité internationale. Dès lors que vous êtes en conformité avec la légalité internationale, le dialogue est possible, tout est possible. Le président a fixé le cadre, pas d'indépendance, pas de fédération, pas d'autonomie. Nous avons organisé les états généraux de la décentralisation. Nous allons aller vers une régionalisation qui va accorder plus de pouvoir aux collectivités décentralisées. Donc il y a une réponse institutionnelle qui est possible dans le cadre des négociations. Nous avons également un plan de développement accéléré des régions du Nord qui visera à corriger les graves déficits de développement dans ces régions. Alors, cher Omar Diarra, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la forme que pourra prendre cette complémentarité Nord-Sud après ce point d'information sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde, et on vous retrouve dans un instant. Retour dans International, l'émission de Radio France Internationale de TV5 Monde en liaison avec le quotidien Le Monde. Nous sommes aujourd'hui au Mali, à Bamako, et nous recevons le ministre en charge de la réconciliation nationale, cher Omar Diarra. Merci à nouveau de nous avoir reçus une semaine après l'assassinat de nos 2 confrères et au moment où le pays s'engage sur une voie politique avec prochainement les élections.
Nous parlions avant cette pause d'un pays divisé, presque géographiquement, politiquement entre le Nord et le Sud. Vous êtes en charge de cette réconciliation. Quelle forme peut prendre l'avenir du pays? On parle d'une autonomie pour le Nord, d'une fédération, d'une plus grande, je ne prononce pas le terme indépendance, mais une souveraineté partagée, comme on dirait dans d'autres pays. Quelle est la forme politique pour vous à terme du Mali? Je ne pense pas que le Mali soit divisé. Le Mali est traumatisé. Il est traumatisé par ce qu'il a subi en 2012. L'effondrement de l'État, le coup d'État militaire, l'occupation des 2/3 du territoire national. Cela a fortement ébranlé les racines de notre société. Mais nous ne sommes pas un pays divisé et j'en veux pour preuve la tenue des assises nationales les 1er, 2 et 3 novembre au cours desquelles toutes les communautés de ce pays étaient présentes et dans toutes ses composantes. Donc nous ne sommes pas divisés, nous sommes une nation qui a connu des problèmes. Et la tâche à laquelle nous nous attelons aujourd'hui, c'est la réconciliation nationale à travers la refondation de l'État, à travers la mise en œuvre d'un dialogue entre l'État et les citoyens, entre les communautés elles-mêmes dont les relations ont été ébranlées. Et nous entendons apporter également des réponses constructives à la malgouvernance structurelle que ce pays a connue. C'est pour ça que nous avons organisé les États généraux de la décentralisation pour approfondir toutes les questions ayant trait à la régionalisation, au renforcement des compétences des collectivités décentralisées. Pour nous, il n'y aura pas d'autonomie, il n'y aura pas d'indépendance, il n'y aura pas de fédération. Il ne peut pas y avoir. Le Mali restera un seul pays uni. Il n'y aura pas de souveraineté partagée. Le Mali est un pays unitaire, il demeurera un pays unitaire par la grâce de Dieu, mais nous entendons accueillir au sein de la République toutes les communautés, toutes les composantes sociales, en leur permettant l'expression de leurs aspirations à travers une décentralisation poussée. Sophie Modibo. Je pense que les élections législatives sont un moment crucial justement pour que les populations puissent se sentir bien représentées et ces élections vont avoir lieu très prochainement. Beaucoup de réfugiés et de déplacés ne sont pas encore rentrés, notamment dans les régions du Nord. Est-ce qu'il fallait aller aussi vite? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre que les réfugiés puissent rentrer chez eux et que les choses s'apaisent un petit peu? Les réfugiés ne peuvent pas rentrer tant qu'il y a l'insécurité. Nous avons saisi les différents pays où ils se trouvent pour pouvoir organiser des élections. Nous avons discuté avec la MINUSMA sur les voies et moyens de permettre l'expression des réfugiés. Il y a d'énormes contraintes légales, administratives, matérielles qui font que cela ne sera pas possible. Mais nous devons parachever le processus électoral en organisant les élections législatives. Nous avons besoin d'un Parlement pour voter des lois. C'est cela la démocratie. Et donc les élections vont se dérouler aux dates indiquées avec la possibilité pour certains réfugiés de venir au Mali, dans les zones frontalières, ou certains même à Bamako, pour pouvoir voter. Nous sommes ouverts à cela. Nous avons également facilité le fait que certaines personnalités du Nord qui étaient sous le coup de mandat d'arrêt puissent être candidats. Certains sont candidats. Donc nous avons pris toutes les mesures possibles pour que ces élections soient inclusives. Christophe Châtelot, Le Monde. Vous avez évoqué plusieurs fois la présence des casques bleus, la présence d'un contingent français. À votre avis, est-ce que cette présence militaire étrangère est là pour longtemps? C'est là pour durer? Est-ce que sans elle, le Mali à nouveau serait confronté à ces vieux démons? Non, je pense que la présence est utile, elle est importante. Elle doit permettre de stabiliser durablement le Mali. Il faut que les forces armées maliennes soient en capacité d'assurer par elles-mêmes la défense de l'intégrité territoriale. Nous avons un programme avec l'Union européenne de formation de l'armée malienne. Il y a déjà 2 bataillons qui ont été formés et déployés. Elle assume pleinement
les missions qui leur sont assignées. Je pense que ce processus-là va se poursuivre. Il faut définitivement assurer la stabilité pour que la région ne soit pas elle-même déstabilisée davantage. Est-ce qu'il faut intégrer les anciens rebelles, ou toujours rebelles d'ailleurs? Cette question n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais nous avons tiré toutes les leçons du passé. Ce que nous ferons, ça sera sur la base du principe de réalité. C'est-à-dire qu'on n'intégrera pas les gens parce qu'il faut les intégrer. On intégrera ceux qui sont en mesure d'être intégrés dans les forces armées. Et tous ceux qui seront intégrés devront se soumettre à la loi. Et est-ce qu'il y aura une amnistie pour ceux d'entre eux qui ont commis des crimes, par exemple? Nous avons mis en place une nouvelle commission qui va entrer bientôt en fonction. Elle s'appelle Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle va mener un travail en profondeur sur tous les crimes qui ont été commis dans le nord du Mali. Et dans le cadre du travail de cette commission, cette question de l'amnistie peut être examinée. Elle n'est pas taboue. Non, ce n'est pas tabou, mais nous allons établir la vérité des faits avant de prendre une décision. Un peu comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, puisque pratiquement la commission portait le même nom. On revisite l'histoire et au cas par cas, on peut amnistier tel ou tel, c'est ça? On revisite l'histoire et on fera des propositions pour traiter les cas par cas. Et jusqu'où va-t-on dans l'histoire? Jusqu'où remonte? Nous voulons traiter cette affaire dans sa profondeur historique. Donc nous allons commencer par 1963, le premier conflit, pour remonter jusqu'à aujourd'hui, parce que plusieurs générations aujourd'hui se réfèrent à ce conflit. Donc il faut savoir exactement ce qui s'est passé. C'est ambitieux, ça, 50 ans d'histoire à revisiter? Tout à fait, mais nous avons le devoir de refonder un nouvel État. Et cela doit se faire sur la base de la vérité, sur la base de l'investigation de tous les faits qui ont abouti à la situation présente. Et donc on va voir à cette occasion que les crises sont revenues de façon cyclique, qu'il y a eu plusieurs fois des assises, des accords de paix, que les choses n'ont pas été appliquées. Ça se passait aussi sous l'égide autrefois de Mouammar Kadhafi, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui aujourd'hui va faire la différence? Mouammar Kadhafi n'est pas une référence pour moi, donc je ne vais pas parler de lui. Monsieur le ministre, pardon de vous interrompre pour compléter la question. Comme l'histoire va très vite, nous sommes dans un bâtiment, nous l'avons vu sur une plaque en marbre qui est encore ici. Ce centre où nous nous trouvons s'appelle officiellement, ici au Mali, à Bamako, le centre Mouammar Kadhafi. Vous allez retirer les plaques, qu'est-ce que vous allez faire? On réécrit l'histoire, on assume? On est obligé d'assumer l'histoire, mais je dis qu'il n'est pas une référence pour moi. Bon. Ma référence... Donc vous avez changé le nom de ce centre? Je pense que tout le monde appelle ce centre cité administrative, donc le problème est résolu à mon niveau. Bon. Et les plaques officielles vont disparaître? Non, je pense qu'il ne faut pas insulter l'histoire, bon. Ça a été fait, donc le problème est résolu. Non, ce que je voulais dire, nous avons un devoir de reconstituer les faits importants de notre histoire et de tirer les leçons du passé pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Est-ce que vous avez le temps? C'est un processus. C'est un processus qui va prendre du temps. C'est pour ça que la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a un mandat de 3 ans initialement, pour qu'elle puisse aller en profondeur et mener toutes les investigations nécessaires afin d'établir la cartographie des faits que le pays a subis durant les années écoulées. Et en même temps, il y a urgence, parce que les populations sont dans l'insécurité. Il y a un climat de méfiance maintenant, parfois entre des gens qui étaient des voisins dans certains endroits. Donc comment allez-vous faire pour satisfaire à ce besoin d'urgence? C'est toute la complexité de l'exercice et c'est pour ça que nous avons organisé les assises nationales pour lancer un processus de dialogue national, de dialogue intercommunautaire, de dialogue intracommunautaire. Avec quelle place pour la société civile? La société civile est totalement intégrée dans ce cadre-là et surtout les femmes qui auront un grand rôle à jouer dans ce dialogue intercommunautaire et intracommunautaire. Donc c'est un processus qui va se poursuivre à travers des rencontres régionales, des rencontres locales qui seront organisées à la fois par le ministère mais également par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui ira plus en profondeur pour examiner l'ensemble de ces questions et ressouder le tissu
sociale malienne. Mais le fait que ce dialogue sur les régions, ces assises sur les régions du Nord se tiennent au sud, à Bamako, en soi, est-ce que ce n'est pas tout un symbole? Est-ce que ce n'est pas prêter le flanc à la critique de certains Nous ne faisons qui pas... craignent de voir les choses se reproduire comme dans le passé? Non, nous pensons que c'est un dialogue national. C'est pour ça qu'on a appelé Assises nationales sur le Nord. Et toutes les communautés du Nord, je vous le répète, étaient présentes. Oui, mais pourquoi pas le faire dans le Nord? Pourquoi pas justement symboliquement le faire dans le Nord? Non, ce sont des assises nationales. Il y aura des assises régionales à Gao, il y en aura d'autres à Kidal, d'autres à Tombouctou. C'est un processus que nous avons lancé au plan national, d'abord pour valider l'ensemble des propositions de sortie de crise que nous avons élaborées au cours des semaines passées. La proposition de réforme institutionnelle, de la gouvernance locale, la proposition d'accélération du développement dans les régions du Nord. Il fallait valider ces questions-là avec l'ensemble de notre peuple. C'est pour ça que nous avons tenu ces assises. Et nous sommes conscients du fait qu'il faille organiser des assises au plan local. J'étais à Gao le 16 septembre et l'aspiration profonde de tous les gens qui se sont exprimés, c'est qu'il faut que l'État soit présent à Gao. Deuxièmement, il faut que les gens se parlent. Donc nous sommes conscients du fait qu'il faille aller dans le nord, mais également dans tout le reste du pays. Et comment ça s'est passé quand vous êtes allé à Kidal, vous-même personnellement? Nous avons été victimes d'un attentat que nous avons minimisé. Le ministre de l'administration territoriale qui était assis derrière moi a reçu des... C'est-à-dire que vous-même, ministre du gouvernement, à Kidal, vous avez été en danger? Tout à fait. Quel genre tout à fait. d'attentat? C'est un attentat qui a été organisé par des individus qui n'ont pas été identifiés, malgré la présence de la MINUSMA, et nous avons subi cet attentat. Mais nous avons choisi délibérément de minimiser. Le ministre de la Sécurité aurait pu être, de l'Intérieur plutôt, aurait pu être sérieusement, grièvement blessé. Les rebelles touaregs ont démenti être partie prenante, ont expliqué que les populations elles-mêmes avaient cette colère, qu'elles avaient besoin de faire démonstration de cette colère. Comment vous l'expliquez, comment vous le ressentez? Nous sommes familiers de cette phraséologie. L'insécurité dans Kidal est le fait des porteurs d'armes qui n'ont pas le droit de porter les armes. Il y a la MINUSMA, il y a les forces armées maliennes, Serval est aux alentours. Il y a d'autres groupes armés, contrairement à la légalité internationale. Donc, tout ce qu'ils peuvent dire par rapport à l'expression des communautés sur place se relève de la phraséologie. Nous avons rencontré les chefs, les notables, les chefs de la communauté locale. Nous avons discuté avec toutes ces personnes et les gens nous ont dit très clairement que ce sont les enfants et les femmes qui sèment le désordre dans la rue. Je leur ai dit, cela est inadmissible, qu'on puisse s'aimer le désordre dans la rue de cette manière. Et ils ont dit, et ils ont convenu avec nous, qu'il y a l'insécurité dans Kidal. Donc, ces porteurs d'armes sont une atteinte à la sécurité des habitants de Kidal, à la sécurité nationale et à la sécurité régionale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, sur Kidal, qu'il y a un moment qui a été, un timing qui a été perdu? On a l'impression que ces groupes armés, après avoir été très déstabilisés par l'intervention Serval, ressortent la tête du sable, pardonnez-moi l'expression, et réapparaissent et reprennent de plus en plus de pouvoir. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que l'armée malienne soit autorisée à monter plus tôt à Kidal et restaure la sécurité à Kidal? Ça, c'est le passé. Maintenant, nous sommes confrontés à une situation qui est là. On ne peut plus se voiler la face sur la situation de Kidal. Il faut que la sécurité soit restaurée. Et pour ça, il faut que les porteurs d'armes soient désarmés, qu'ils quittent Kidal. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et l'ensemble de la communauté internationale doit agir pour que cette situation cesse le plus vite possible pour la stabilité du Mali, la stabilité de la sous-région. Monsieur le ministre, nous parlons de Kidal, où vous-même donc avez été visé par cet attentat que vous avez choisi de minimiser. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question que nous nous sommes posée avec nos collègues de Radio France Internationale, est-ce qu'aujourd'hui, on peut
aller dans cette ville et témoigner une semaine après l'assassinat de nos confrères? Non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a l'insécurité. Encore. Et l'insécurité est le fait des porteurs d'armes illégaux. Ce sont eux qui empêchent... Cette menace n'est pas éradiquée, donc. Ce sont eux qui empêchent les journalistes d'être présents dans Kidal. Ce sont eux qui, aujourd'hui, occupent le palais du gouverneur, humilient le gouverneur de la région de Kidal qui dort dans une chambre sur des matelas avec ses collègues. J'ai été à Kidal, j'ai été profondément humilié de voir la situation dans laquelle le gouverneur se trouve. Cela est indigne de la République et indigne de ceux qui, aujourd'hui, sont les responsables de cette situation. Justement, il y a eu ce communiqué des groupes armés qui explique qu'à partir d'ici le 14 novembre, ils vont quitter le gouvernorat, ils vont quitter la radio-télévision et les choses rentreraient dans l'ordre. Vous pensez que c'est un geste important? C'est important, mais ce n'est qu'une étape. Il faut aller vers la stabilisation totale de Kidal. Ce n'est qu'un petit pas vers la résolution du problème de Kidal. Il faut qu'aujourd'hui, on fasse la réalité, on fait face à la réalité de la situation. L'insécurité dans Kidal est le fait des porteurs d'armes illégaux. Ce sont a priori des petits groupes, donc ils ne sont pas très nombreux, et face à eux il y a plusieurs centaines de soldats français, il y a les casques bleus, il y a l'armée malienne. Ils ne veulent pas agir. Ils sont incapables, oui, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qui se passe? L'armée malienne est confinée dans les casernes. Elle n'agit pas dans Kidal. Parce qu'on lui interdit ou parce qu'elle ne peut pas encore? Pour des raisons qu'il faudra élucider. Elle est aujourd'hui confinée dans ces casernes. Mais je pense que le problème est simple. Comme vous le dites, c'est quelques groupes. Donc, il appartient à tous les acteurs aujourd'hui présents dans la région de Kidal de faire en sorte que ces groupuscules sortent de Kidal, qu'ils soient cantonnés, qu'on restaure la sécurité dans la région de Kidal. C'est la responsabilité de tous les acteurs aujourd'hui présents dans la région. Et qui est en première ligne aujourd'hui? Qui est en première ligne? Les soldats français ou les forces de l'ONU? Non, c'est une action conjuguée. MINUSMA, Serval, armée malienne. Il faudra que les acteurs présents prennent les décisions idoines pour restaurer la sécurité. Nous avons une moindre capacité que Serval et la MINUSMA pour agir, pour différentes raisons. Nous souhaitons que cette capacité d'action de l'armée malienne soit restaurée, que la MINUSMA et Serval aident à la sécurisation de Kidal en extrayant de Kidal ces groupes armés, ces porteurs d'armes qui sont en porte-à-faux avec la légalité internationale. Cher Oumar Diarra, on parle, en visitant ces dernières années, de multiples conférences, tentatives de réconciliation, etc. Est-ce que, quand on regarde le Mali aujourd'hui, c'est-à-dire 50% de la population à moins de 15 ans, est-ce que l'avenir, c'est pas un développement, disons, économique plus harmonieux? Est-ce que c'est pas la fin de la corruption qui reste extrêmement forte dans votre pays? Est-ce que c'est pas aussi par ce bien-être que passe la solution? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut le développement. Sans le développement, il ne peut pas y avoir de paix et de sécurité, mais il ne peut pas y avoir de développement sans la sécurité. C'est pour ça que la question de Kidal revient comme un leitmotiv. Pour que le Mali puisse s'orienter définitivement vers un nouvel avenir, il faut résoudre le problème de Kidal. Je voudrais également vous demander, on regarde, les téléspectateurs ou auditeurs, lecteurs suivent cette émission et se disent le Mali est indépendant depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de crises et que l'Afrique elle-même ne soit pas en mesure de les régler? Il y a les casques bleus, il y a la France avec Serval, il y a l'Europe qui vient. Pourquoi est-ce que pendant 5 décennies, l'Afrique est aussi faible? Moi, je pense que la principale cause, la cause fondamentale, c'est que nous sommes allés à l'indépendance dans un cadre de balkanisation des États. Ça, c'est la cause fondamentale. Deuxième cause fondamentale, nos États ont été sérieusement et structurellement affaiblis par l'ajustement structurel qui a décomposé, enlevé à l'État ses moyens d'agir. Il y a eu des coupes sombres dans
le budget de l'éducation, dans la santé, dans tout ce qui concerne les forces armées. Ça a affaibli l'État africain. Et par la suite, nous avons eu un processus de démocratisation qui n'a pas été pensé par nous-mêmes. Donc nous avons connu un système plaqué de l'extérieur, vous dites. Et contre la corruption, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il faut rigoureusement appliquer la loi. Il faut mettre fin à la culture de l'impunité. Et sur ce plan-là, l'option du président est très claire. Nul n'est au-dessus de la loi. Et il y a quelques jours, on a transmis à la justice tous les rapports de contrôle des services publics qui ont été faits au cours des dernières années, afin que la justice puisse connaître, interpeller toutes les personnes qui sont impliquées dans les différents dossiers que les services de contrôle ont eu à examiner. N'est-ce pas un vœu pieux quand on voit le montant des sommes en jeu, quand on parle notamment du trafic des narcotiques? On l'a vu sous le précédent régime au Mali, l'argent irriguait tout le pays. Et ce sont de telles sommes que c'est quand même très compliqué de... Oui, le processus est compliqué, mais la volonté est claire, elle est déterminée et nous allons agir. Il y avait les acteurs de l'aide internationale, ou l'Union européenne, l'Union africaine aussi, les représentants de l'ONU qui sont venus au Mali. Est-ce que vous trouvez qu'ils prennent la mesure de ce qu'il y aurait à faire à l'échelle du Sahel pour faire refluer AQMI une fois, Al-Qaïda au Maghreb islamique, une fois pour toutes? Je pense que tout le monde a pris la mesure de la situation. Maintenant, il faut que cette prise de conscience se traduise par une action déterminée pour agir et faire en sorte d'éradiquer le narcotrafic, le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Mais là, on n'en voit pas le début. Il y a un début dans la mesure où, suite au rapport de Romano Prodi, le secrétaire général des Nations Unies a organisé avec nous-mêmes, ici, le gouvernement du Mali, sous la présidence du président Ibrahim Boubacar Keïta, la première réunion ministérielle sur le Sahel, qui a décidé de mettre en place un mécanisme de coordination en vue de résoudre les grands problèmes auxquels le Sahel est confronté. Problèmes de gouvernance, problèmes de développement, problèmes de sécurité. Donc, oui. Vous n'avez pas l'impression que c'est trop tard déjà, quand on voit cet arc d'insécurité qui va du Nigeria à la Somalie en passant par le Sahel? Non, je pense que c'est bienvenu. C'est venu au moment où il faut agir. On n'a pas agi dans le passé pour différentes raisons, mais aujourd'hui, nous sommes face à la réalité, il faut agir. La crise malienne aura servi à ça. Elle aura servi à mobiliser la communauté internationale, à faire prendre conscience de l'amplitude des problèmes auxquels le Sahel est confronté. Cher Omar Dera, nous arrivons au terme de cette émission internationale réalisée, je le disais, avec la rédaction de Radio France Internationale. Nous rendons naturellement hommage à nos deux confrères assassinés, Ghislaine et Claude. Vous êtes, peut-être, on a vérifié, le seul ministre au monde à porter ce titre, ministre de la Réconciliation nationale. C'est un espoir ou c'est pas bon signe quand même? C'est un espoir surtout. Je pense que le président a pris la décision de créer ce ministère parce que nous sommes dans une crise profonde dont nous sortons petit à petit grâce à la communauté internationale. Mais la stabilisation politique du Mali passe par la réconciliation nationale. Nous reviendrons pour en parler avec vous. Cher Omar Dera, merci de nous avoir accueillis ici dans ce palais du gouvernement. Merci à la rédaction de Radio France Internationale et du Monde également pour avoir conduit sur TV5 cette rencontre. Excellente suite de programmes sur les différentes antennes et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre rendez-vous d'international.